Aujourd'hui, le thème, puisque c'est généralement par ça que je commence lorsque je commence l'année, ça va être sur la justice et plus précisément sur le dilemme du tramway, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez concret qui permet de rentrer directement dans le sujet de la justice, de ce qui est juste, injuste, moral, immoral, bien, pas bien, etc. Et ça donne vraiment en général du grain à moudre sur ce que c'est, encore une fois, sur ce qu'est la justice. Est-ce que la justice, ça se base sur les conséquences, sur les intentions, que faire, enfin bref, plein de questions. C'est un dilemme que vous pouvez répéter à d'autres personnes, etc. et voir un petit peu les réactions de tout le monde. C'est assez intéressant, je trouve. Donc voilà, ça va être le thème du jour, le dilemme du tramway. Si vous regardez la vidéo en replay, normalement, vous ne pouvez plus participer au Kahoot en live avec le QR code et le code du jeu là, qui est affiché à l'écran. Par contre, si ça vous intéresse de faire le Kahoot chez vous et de revoir le cours, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous souhaitez répondre aux questions et faire le quiz à la fin, eh bien, vous pourrez le faire. Donc, le meurtre peut-il être justifié? Alors, je fais exactement comme je fais en classe, c'est-à-dire que on commence par une situation concrète ou un exemple culturel, on va dire, un film, une série, un dilemme, un paradoxe, enfin quelque chose qui permet de se mettre direct dans le bain. Ensuite, on voit un philosophe qui a traité cette question ou qui permet d'un petit peu mieux comprendre cette question de manière un petit peu plus rigoureuse. Et ensuite, à la toute fin, il y a quelques questions, il y a un quiz pour voir vraiment si on a bien assimilé en fait le cours. Et il y a quelques petites questions bonus aussi qui portent pas spécifiquement, en tout cas, juste sur le philosophe que l'on vient de voir ou sur le problème que l'on vient de voir, mais qui portent en général en fait sur des questions de philo. Donc voilà, si vous souhaitez participer, bah vous pouvez. Si vous souhaitez pas, si vous souhaitez juste regarder, vous pouvez juste regarder. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est possible. Donc le meurtre peut-il être justifié? Et le philosophe, sans trop spoiler, le philosophe que l'on verra par rapport à cette question, c'est Jeremy Bentham, le fondateur de l'utilitarisme. Ok, donc c'est parti. Alors, le dilemme du tramway, avec magnifique image du tramway jaune. Je crois que c'est à Lisbonne ou quelque chose comme ça. Bref, vous me direz si je me trompe. Mais il me semble que c'est ce que mes élèves m'ont dit. Donc, le dilemme du tramway, la situation elle est assez simple. Alors, techniquement, c'est vrai que c'est un dilemme. Enfin, l'énoncé a vraiment été formulé par Philippe Afoot en 1967, mais même si c'était pas formulé vraiment avec un tramway et exactement comme on va le voir, c'est vraiment une question que l'on se pose depuis la nuit des temps, en gros de savoir est-ce qu'il faut privilégier le plus grand bonheur pour le plus grand monde, comme le formulent les utilitaristes, ou est-ce qu'il y a d'autres principes moraux qui peuvent nous guider. Donc, simplement pour faire la description du dilemme du tramway, la situation elle est toute simple. C'est que vous avez un tramway, un train, un TGV, peu importe, en tout cas, un objet motorisé à grande vitesse, on va dire, qui se déplace et il se déplace sur. euh, il y a deux rails possibles. Un rail sur lequel il y a 5 personnes, et alors après on va pouvoir un petit peu analyser la situation pour faire des variantes, mais de base, il y a 5 personnes complètement innocentes qui sont attachées sur le rail. Ok? Et donc, si vous ne faites rien, le tramway va écraser ces 5 personnes et elles vont mourir. D'accord? Mais par contre, la subtilité, c'est qu'il y a un autre rail avec une seule personne qui est attachée sur ce rail. Et de la même manière, cette personne est innocente, elle n'a rien fait. Et si le tramway se déplace sur ce rail, elle écrase cette personne et de la même manière, elle meurt. Ok? Donc vous regardez la situation et vous avez un levier qui vous permet de modifier la trajectoire du tramway. Donc si vous appuyez sur le levier, eh bien le tramway va changer de rail, va changer de voie et écraser cette personne sur l'autre rail. D'accord? Il y a un de mes élèves qui m'a fait remarquer d'ailleurs, c'est assez bien vu. Sur ce dessin, le rail fait une boucle. En réalité, on peut oublier la boucle, hein, parce qu'effectivement, sinon, si ça fait une boucle, du coup, le tramway écrase tout le monde, mais c'est pas vraiment le principe. C'est simplement, là, vous choisissez une, une possibilité ou l'autre possibilité, mais il n'y a pas de boucle. D'accord? Donc c'est juste pour préciser ça. Vous l'aurez compris, la question qui se pose, c'est est-ce que vous, ici, vous choisissez d'appuyer sur le levier
pour faire en sorte que le tramway change de voie et n'écrase qu'une seule personne, ou alors vous choisissez de ne rien faire et le tramway écrase les 5 personnes qu'il était censé en quelque sorte écraser à la base si vraiment vous étiez complètement absent, si vous n'étiez pas là. Donc, juste pour récapituler, si vous décidez de changer de voie, vous sauverez 5 vies au détriment d'une seule, et sinon, vous épargnez une vie, mais vous en condamnez 5 autres. Et on ne peut pas juste couper l'électricité pour ne pas que le tramway continue à avancer. Non, effectivement, vous pouvez pas faire de petits subterfuges comme ça. Vous connaissez pas le conducteur du tramway, vous pouvez pas vous sacrifier à la place des personnes sur les rails. Bref, là pour le coup, techniquement, c'est vrai, c'est possible, hein, mais ça enlève tout le dilemme moral. Donc techniquement, c'est possible, mais ça enlève la subtilité du truc, donc non, vous pouvez pas. D'ailleurs, si ça vous intéresse aussi, cet exemple-là, je l'ai trouvé dans un cours qui a été donné à Harvard par un philosophe qui s'appelle Michael Sandel, et le cours complet est très très bien. J'utilise pas mal d'exemples qu'il utilise également, donc je vous conseille d'aller le voir. Je mettrai également le lien dans la description de la vidéo. C'est en anglais, mais je pense que c'est sous-titré en français, et c'est vraiment très 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 bien. Donc s'il y a des exemples, en tout cas que je prends, que vous avez déjà vu chez Michael Sandel, c'est pas étonnant, c'est de là que j'en prends quelques-uns. Donc plus sérieusement, j'ai choisi de sauver le plus grand nombre. Ok Florian, est-ce que tu as une raison particulière pour expliquer ton choix? Donc face à ce dilemme, que feriez-vous? Est-ce que vous ne laissez rien, vous ne faites rien et vous laissez 5 personnes mourir, ou alors vous appuyez sur le levier et vous sacrifiez une seule vie? Difficile à dire, je pense qu'il vaut mieux sauver plusieurs personnes qu'une seule. Ok. Généralement, c'est vrai que c'est le raisonnement qui est donné. Si vraiment on fait la balance du pour et du contre, bien, on voit bien qu'une vie, c'est moins mathématiquement que 5 vies. Donc, une vie vaut moins que les 5 additionnés. Donc, a priori, effectivement, on choisit d'appuyer sur le levier pour sauver 5 personnes plutôt qu'une seule. Parce que tout simplement, en fait, 5 vies, c'est plus qu'une seule vie. Ok, c'est le raisonnement, a priori. Je pense que, spontanément, en tout cas, c'est ce que la plupart des personnes pourraient dire, disent en général même. Parfois, par contre, d'emblée, il y en a certains qui disent, en réalité, qui suis-je pour décider de qui doit vivre et de qui doit mourir? Je suis là, certes, mais en fait, c'est pas à moi de décider de la vie ou de la mort des personnes, donc je choisis de ne rien faire, parce que, en réalité, c'est le destin. Si je n'avais pas été là, eh bien, ces personnes seraient de toute façon mortes, donc ce n'est pas à moi de décider de leur vie ou de leur mort, donc je choisis de ne rien faire. Il y en a certains qui choisissent de faire ça. Si c'est votre cas, pour ceux qui regardent en replay, sachez voilà que c'est un choix qui existe. Et ça peut être justifié. À la limite, ce serait peut-être plus, on le verra par la suite dans les autres cours, ce serait plus le point de vue kantien à la limite, même si ça pourrait être discutable. Mais en tout cas, ça pourrait être un raisonnement qui consiste à dire peu importe les conséquences, moi, mon intention, c'est de ne pas tuer, de ne jamais tuer quelqu'un, peu importe les conséquences, donc je n'appuie pas sur le levier. Ok, ça, effectivement, c'est possible comme choix. Mais alors, effectivement, c'est un choix. Par contre, pour ceux qui ont choisi d'appuyer sur le levier et donc de sacrifier une seule personne plutôt que 5, imaginez un cas un tout petit peu différent. Est-ce que vous accepteriez de pousser la personne si, au lieu, en fait, plutôt que de vous trouver sur le bord de la voie, eh bien, vous vous trouviez à l'intérieur du tramway et il y a une personne qui se penche un petit peu trop, finalement, à la fenêtre, qui regarde un petit peu avec trop d'insistance ce qui se passe sur les rails, et vous avez la possibilité de la pousser, en fait, pour qu'elle tombe sur les rails, et une fois qu'elle sera tombée sur les rails, ben là, c'est vraiment la catastrophe. Le conducteur du tramway arrête le tramway, mais c'est la même conséquence. Vous voyez, la personne, vous la poussez sur les rails, donc elle meurt, et ça évite que les 5 personnes qui se trouvent un petit peu plus loin sur la voie meurent. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est la même logique. On sacrifie une personne au profit de 5. Mais là, la différence, c'est que vous n'êtes plus sur le bord du rail, vous êtes dans le train avec une personne et vous choisissez de la pousser directement parce qu'elle est sur le bord de... Enfin, elle regarde par la fenêtre, ok? Donc vraiment, vous la poussez, vous avez une influence directe sur cette personne. Est-ce que, dans ce cas-là, vous choisissez toujours d'appliquer votre logique, une personne, ça vaut mieux que... pardon, 5 personnes, ça vaut mieux, donc on sacrifie la minorité au profit de la majorité,
Ou alors, là, ça vous fait repenser un petit peu votre jugement et vous choisissez de faire autre chose. Qu'est-ce que t'en penses, Florian? T'es toujours d'accord pour sacrifier la personne seule ou du coup, le fait de la pousser directement, ça remet un petit peu en question ton jugement? Ouais, donc là, pour le coup, t'es beaucoup moins chaud pour la pousser directement. Et c'est vrai que, intuitivement, en tout cas, à chaque fois que je fais le cours en vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord pour sacrifier une personne au profit de 5 lorsqu'il s'agit simplement d'appuyer sur un levier et qu'on est en quelque sorte à l'écart de la situation. Mais lorsqu'on est plongé dans la situation avec la personne qu'il faut sacrifier et qu'il s'agit directement de la toucher pour la pousser sur les rails de façon à ce qu'elle meure, donc de façon à la sacrifier pour en sauver d'autres, là en général c'est beaucoup plus difficile et c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins effectivement qui sont chauds pour sacrifier cette personne. Mais pourtant, c'est les mêmes conséquences. Dans le premier cas, il y a une personne qui meurt du fait de ton action, et dans le deuxième cas, il y a une personne qui meurt également du fait de ton action, et dans les deux cas, tu choisis donc de sacrifier une personne au profit de 5. Donc les conséquences, a priori, sont exactement les mêmes. Alors, la différence évidente, c'est que là, dans le deuxième cas, c'est vrai que vous avez un contact physique. Là, humainement, c'est plus difficile parce que vous voyez et puis vous touchez même la personne que vous allez sacrifier. Mais on va dire, en faisant abstraction des émotions et du caractère humain, en tout cas, la situation, a priori, la structure de la situation reste la même. Alors, peut-être que si vous n'êtes pas trop, justement, si vous n'êtes pas trop partant pour pousser la personne sur les rails et la sacrifier de cette façon, peut-être qu'il y a une petite subtilité qui vous permettrait de réconcilier en quelque sorte votre logique. C'est, imaginez que vous êtes toujours dans le tramway avec cette personne qui se penche à la fenêtre, et même à la limite, là, elle n'a même plus besoin d'être penchée à la fenêtre parce que vous allez voir, vous êtes dans le train, et c'est un train un petit peu particulier, il y a une trappe sous cette personne, et vous disposez toujours d'un levier, ok? Donc, vous voyez cette personne, vous, parce que vous êtes un petit peu plus malin, un petit peu plus observateur, vous voyez que plus loin sur le rail, sur la voie, il y a 5 personnes qui vont être écrasées, et vous décidez, en fait, vous avez la possibilité d'appuyer sur le levier pour ouvrir la trappe et faire en sorte que la personne qui se situe sur cette trappe, eh bien, tombe encore une fois sur les rails, se fasse écraser par le tramway encore une fois, et que le conducteur du tramway arrête le tramway pour éviter simplement parce qu'il y a eu un accident, mais ça fera, comme ça évitera que les 5 personnes qui se situent plus loin se retrouvent écrasées, elles, par le tramway. Ok, donc vous avez compris. Vous appuyez sur le levier, la trappe s'ouvre, la personne tombe, le train s'arrête et ça vous permet de sauver les 5 personnes qui se situent un petit peu plus loin. Donc est-ce que le fait de ne pas avoir à la toucher directement, eh bien ça vous fait dire, comme dans le premier cas, ça vous permet d'appuyer plus facilement sur le levier, de sacrifier plus facilement la personne et de faire en sorte, encore une fois, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui meurt au lieu de 5. Est-ce que là, dans ce cas-là, vous accepteriez de le faire? Ou c'est toujours aussi difficile? Le problème finalement, c'est que là, vous êtes vraiment impliqué, alors que dans la toute première situation, vous étiez en marge en quelque sorte de la situation. Alors que là, vous êtes impliqué, vous êtes dans le tramway, vous voyez la personne que vous allez sacrifier. Donc humainement, c'est plus difficile, j'imagine. Toujours pas? Ah, c'est assez intéressant. Donc Florian, dans le premier cas, t'étais plutôt chaud, mais par contre, c'est certainement le fait de voir la victime qui te gêne, c'est ça, j'imagine? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Là, concrètement, vous êtes dans la situation, vous êtes dans le train, vous voyez la personne que vous allez tuer, en fait, et donc c'est pas évident, en fait, de la sacrifier. Alors que dans la toute première situation, vous êtes en dehors du train, vous voyez pas la personne qui va mourir, donc c'est peut-être un petit peu plus simple, effectivement. Et c'est intéressant parce que là, on voit bien que c'est le côté humain, en fait, qui nous fait pencher pour une option plutôt qu'une autre. Parce que la structure est exactement la même. La structure, c'est toujours de sauver 5 personnes au détriment d'une seule. Et que l'on soit dans le tramway, que l'on soit en dehors du tramway, que l'on touche la personne, que l'on appuie sur un levier pour dévier le train ou pour ouvrir une trappe, la structure en tout cas reste la même. C'est toujours une personne contre 5. Mais ce qui change effectivement, c'est notre rapport à la situation. C'est le fait que soit on est impliqué directement, soit on est à l'écart, soit on touche, soit on ne touche pas, soit on voit, soit on ne voit pas. Bref, en fait, c'est notre rapport humain qui change et c'est pas la situation, la structure de la situation en tout cas. Alors,
Maintenant, imaginez une autre situation pour pour toujours avoir cette structure pour sauver 5 personnes au détriment d'une seule. Imaginez cette fois-ci que vous êtes aux urgences et vous observez un petit peu ce qu'il se passe dans la salle d'attente. Et vous voyez une personne qui vient accompagner quelqu'un qui est très très malade. D'accord? C'est simplement un accompagnant. Cette personne, elle est en parfaite santé. Et donc, cet accompagnant, il se pose dans la salle d'attente en attendant que la personne qu'elle accompagnait eh bien, se fasse traiter. D'accord? Donc, elle est dans la salle d'attente. Bon, les urgences, ça met un petit peu de temps, et donc elle décide de faire une petite sieste. D'accord? Et pendant ce temps-là, il y a 5 personnes qui arrivent en ambulance, et ces 5 personnes, elles sont vraiment dans un état critique. Ces 5 personnes, elles ont besoin chacune d'un organe spécifique. Il y en a une qui a besoin de poumons, il y a l'autre qui a besoin d'un cœur, l'autre qui a besoin de reins, bref. On est vraiment, et là c'est une situation un petit peu particulière, on est sûr à 100% que si ces personnes reçoivent ces organes, eh bien, elles seront sauvées, ok? Elles resteront en vie. L'opération ne peut pas louper. Vraiment, les médecins, c'est les plus performants au monde. On est sûr à 100%, il n'y a pas l'ombre d'un doute, que si elles reçoivent ces organes, eh bien, elles seront sauvées. D'accord? Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous accepteriez de sacrifier la personne en parfaite santé qui est venue simplement pour accompagner une autre personne, et donc elle est en train de faire un petit somme, vous l'anesthésiez, vous prenez tous ces organes et vous transférez ces organes dans les personnes qui ont besoin vraiment, qui sont en soins critiques et qui ont besoin de transfert d'organes. Donc vous voyez, c'est la même logique que tout à l'heure. Vous sacrifiez une personne au profit de 5 autres. Et une personne meurt, mais 5 autres sont sauvés. Est-ce que dans ce cas-là, eh bien, vous accepteriez, vous tueriez la personne qui se situe dans la salle d'attente, la personne qui est simplement en train de faire un petit somme et qui n'a rien demandé dans la salle d'attente, pour sauver les 5 autres personnes qui viennent d'arriver en ambulance. Est-ce que ça vous semble... Alors, juste, c'est une question qu'on se posera par la suite, mais sans s'interroger sur la justice, en tout cas, de l'action, est-ce que ça vous semble le choix le plus correct, le meilleur choix à faire, en fait, de sacrifier cette personne qui n'a rien demandé, mais qui reste simplement, encore une fois, une contre les 5 autres. C'est toujours la même logique. Là, vous sacrifiez une vie, mais vous en sauvez 5 autres. Donc la balance paraît quand même positive. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le ferai ni moralement, ni éthiquement. Et pourquoi, Florian? Qu'est-ce qui te gêne, en fait, dans cette situation? Et qu'est-ce qui vous gêne, en fait, dans cette situation? Qu'est-ce qui est un peu dérangeant? Et c'est quoi la différence? C'est une question que vous pouvez vous poser si vous regardez la vidéo en replay. C'est quoi la différence majeure, en fait, entre la situation que l'on a vue au tout début, c'est-à-dire une personne sur un rail, sur une voie, qui est sacrifiée pour en sauver 5 autres, et cette situation où il y a une personne dans un hôpital qui est sacrifiée au profit de 5 autres personnes. C'est quoi la différence, en fait? Parce qu'a priori, encore une fois, la structure reste la même. Vous sacrifiez une personne et vous en sauvez 5. Mais c'est vrai que intuitivement, a priori, on est quand même beaucoup moins enclin à tuer cette personne dans la salle d'attente, même si ça permet de sauver 5 autres personnes aux urgences. Ça paraît très très dérangeant. Mais pourquoi finalement? Un des aspects qui peut paraître dérangeant, c'est par exemple, c'est que cette personne, la personne qui est dans la salle d'attente, elle n'a pas donné son consentement pour qu'on lui prenne ses organes. Elle est venue simplement pour accompagner un malade, elle n'est pas du tout venue là pour faire un don d'organes. Et donc si vous lui prenez, en réalité, vous allez contre sa volonté. Alors que peut-être c'est un petit peu différent dans le cas où les personnes sont sur le tramway, parce que de toute façon, les personnes sont sur le tramway. Ce n'est pas vous qui allez modifier leur situation, ils sont sur le tramway et ils vont mourir. Donc peut-être que c'est ça un petit peu qui est dérangeant, c'est que là concrètement, vous rompez l'accord, en fait, vous allez contre la volonté de la personne, puisque elle n'a rien demandé en fait. Il est plus facile d'actionner un levier que d'enlever la vie à une personne. Et si, imaginons que vous activez un levier pour envoyer directement la personne en salle d'opération. Vous voyez? Si c'est juste un levier, si vous n'avez pas de choix direct à faire. Parce que c'est vrai que, encore une fois, ça peut être l'aspect humain qui prime, et vraiment le côté dérangeant.
en fait, même si la structure de la situation reste identique, c'est le fait que c'est votre choix qui directement condamne la personne, en fait. Donc ça fait de vous un meurtrier, vraiment directement. Alors que plus vous rajoutez d'étapes, par le biais de leviers, par le biais de machines, par le biais de trappes, plus vous vous détachez de la situation, et donc moins vous êtes impliqué directement, en fait. Donc c'est vrai qu'a priori, ça peut paraître plus simple. D'un point de vue utilitaire, c'est peut-être la meilleure chose à faire, mais humainement parlant, c'est pas terrible. C'est vrai. Et, enfin, je suis assez d'accord avec vous. A priori, ça paraît pas terrible, si vous allez aux urgences, de soupçonner que vous pouvez jamais en ressortir. Mais justement, même d'un point de vue utilitaire, peut-être qu'on pourrait apporter une réponse utilitariste à ce problème, en montrant que finalement, même si à court terme, et on verra justement, c'est l'un des problèmes en quelque sorte de l'utilitarisme, c'est que les conséquences, on ne les juge qu'à court terme en fait la plupart du temps, et on est incapable de voir le futur, pas par définition, mais a priori personne n'est voyant, donc personne ne connaît toutes les conséquences de nos actions. Mais là en tout cas, si on essaye de considérer la situation d'un point de vue un petit peu plus large, effectivement, peut-être que ça permet de sauver 5 personnes à court terme. Donc là, le gain est direct et il est certain. Mais néanmoins, peut-être que sur le long terme, le gain pour la société n'est pas certain. Parce que si vous doutez que lorsque vous allez aux urgences pour n'importe quoi, eh bien, enfin, simplement en tant qu'accompagnant, vous pouvez peut-être être tué et on peut vous prendre vos organes à l'encontre de votre volonté, peut-être que le gain pour la société n'est pas si évident. Parce que du coup, peut-être que les gens seront plus réticents à aller à l'hôpital, pour aller à l'hôpital, et donc peut-être que les gens vont avoir moins de soins, et au final, peut-être en fait que la société va moins bien se porter en général. Alors peut-être, alors effectivement, vous aurez sauvé 5 personnes à très court terme, mais si toute la société est assez réticente pour aller à l'hôpital parce que vous ne savez pas si en fait si vous allez ressortir de l'hôpital au moindre check-up, c'est pas forcément terrible en fait. Ok. Donc peut-être que le gain à court terme est certain, mais le gain à long terme l'est beaucoup moins. Ok. Donc peut-être que ça pourrait être un angle en tout cas sur lequel on pourrait critiquer la philosophie utilitariste. Alors, petite partie un peu plus court. Donc, là c'était vraiment une situation concrète, même si elle est un peu bizarre, mais on va voir d'autres choses bizarres dans les autres cours. Mais ça permet en tout cas de se poser pas mal de questions liées à la justice et aux conséquences. Ok. Donc c'est parti pour la partie un petit peu plus courte. Donc Jeremy Bentham, il est né en 1748, il est décédé en 1832, et c'était un philosophe britannique. Et notamment, il est connu comme étant le père de l'utilitarisme. Donc l'utilitarisme, c'est une doctrine qui, comme son nom l'indique, essaye d'analyser nos actions en termes d'utilité. C'est-à-dire que Bentham, lui, sa boussole, c'est le plaisir et la souffrance, plaisir et la douleur. Et en fait, c'est assez simple, l'utilitarisme dans sa version la plus pure, on va dire, celle de Bentham. Dans le prochain cours, on verra John Stuart Mill, et il modifie un petit peu la doctrine utilitariste en y incorporant l'idée de droit personnel. Et on va voir que ça apporte des subtilités, mais ça apporte aussi son lot de difficultés. Bentham, lui, c'est assez simple finalement parce que c'est assez pur, enfin en tout cas mathématiquement, c'est plutôt simple de faire la balance du pour et du contre. Vous voyez, on a une action, comme le dilemme du tramway, et on voit les conséquences négatives et les conséquences positives. Donc les conséquences positives d'appuyer sur le levier, c'est que vous sacrifiez, pardon, les conséquences positives, c'est que vous sauvez 5 personnes, les conséquences négatives, c'est que vous en sacrifiez une. Mais 5, c'est plus grand que 1, donc la balance est positive. Donc la meilleure action à faire pour Bentham, c'est d'appuyer sur le levier. Parce que ça maximise en fait l'utilité, ça permet d'apporter le plus grand bonheur pour le plus grand monde. C'est une formule qu'il utilise, et ça résume assez bien en fait la doctrine utilitariste. Une petite anecdote juste sur Bentham, c'est que, bon vous allez me dire, il avait les chevilles assez enflées, mais en bon utilitariste, pour essayer d'apporter le maximum d'utilité même après sa mort, eh bien, en fait, il a souhaité que son corps soit exposé, je ne sais plus dans quelle université, peut-être Cambridge, enfin une université britannique, ou Oxford, enfin bref, une université britannique, sauf que il y a eu un petit problème lors de l'embaumement, et donc son corps est effectivement enfin exposé dans son université, et les étudiants peuvent se balader et voir le corps de Bentham embaumé.
mais vu qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'embaumement, eh bien cette tête, sa véritable tête, se situe à ses pieds, et c'est une sorte de tête empaillée qui se situe au niveau de sa tête. Ce qui est assez glauque, un petit peu macabre, mais voilà, c'était la logique de Bentham, que lorsque les étudiants se baladent dans les couloirs de l'université et tombent sur son corps embaumé, eh bien, peut-être ça peut les encourager à devenir de grands philosophes et avoir des idées comme lui. Donc, bon, voilà, c'est logique un petit peu bizarre peut-être, mais en tout cas, c'était la logique de Bentham, que son corps soit embaumé pour inspirer les étudiants futurs. Et vous pouvez encore aujourd'hui voir le corps de Bentham qui est exposé dans son université. Donc, son bouquin principal, c'est l'introduction au principe de la morale et de la législation, parce que vraiment, l'un des domaines privilégiés, l'un des domaines qui a le plus intérêt Bentham, c'est la jurisprudence. Voilà. Ce qui intéressait vraiment Bentham, c'est la jurisprudence, et c'est comment partir de situations concrètes pour essayer d'en déduire en fait des principes généraux. D'accord? Ce qui est tout à fait cohérent en fait avec sa philosophie, puisque là, comme on a essayé de le faire dans le début du cours, justement, on est parti d'une situation concrète, le dilemme du tramway, et on a essayé d'en déduire des principes généraux pour voir comment juger de la moralité d'une action. Donc dans cette œuvre qui est publiée en 1789, Bentham expose sa pensée sur l'éthique et le droit. Et c'est ici que Bentham présente pour la première fois le principe du plus grand bonheur. Donc c'est vraiment tout simple, encore une fois. Et ce que j'aime bien avec Bentham, justement, c'est que c'est un principe qui est très simple, mais qui est assez facilement applicable. Très facilement, lorsque l'on est face à une situation morale, on peut essayer, et je pense que c'est intuitivement ce que l'on essaye de faire, on peut essayer de penser aux conséquences positives et aux conséquences négatives. On essaye de faire la balance du pour et du contre, on essaye de voir ce qui va apporter le plus grand bonheur pour le plus grand monde, et on essaye généralement, à part si on est un sadique, de prendre cette décision pour que ça apporte la plus grande utilité, le plus grand bonheur à la société. Et ça vaut non seulement pour la société, pour le grand nombre, mais ça vaut aussi pour nos décisions personnelles. Quelle décision dans notre vie va permettre de maximiser l'utilité en fait? Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce que c'est une doctrine, je trouve, plutôt simple, plutôt élégante, mais qui est assez efficace dans pas mal de situations. Mais comme on va le voir dans les autres cours aussi, il y a des situations où peut-être que la moralité, c'est pas que ça. Peut-être que la moralité, ça peut pas que se baser sur les conséquences d'une action, et que si on ne s'intéresse qu'aux conséquences d'une action, eh bien, peut-être que ça va poser des problèmes. Et notamment, sans trop spoiler, on s'intéressera à ça avec Kant. Donc, le principe du plus grand bonheur, vous voyez, c'est tout simple, c'est une balance. Pour Bentham, une action est bonne si elle augmente le bonheur global. Et il appelle ça le principe du plus grand bonheur. Ça, c'est vraiment le cœur de la philosophie utilitariste. C'est tout simple, encore une fois, pensez vraiment au symbole de la justice, hein, c'est une balance. Et là, c'est pas faire la balance de la vérité, c'est faire la balance de la justice, c'est faire la balance des plaisirs et des peines. D'ailleurs, soit dit en passant, la philosophie de Bentham, c'est un hédonisme, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui est axée sur le plaisir. Lui, sa jauge principale pour juger de la moralité des actions, c'est le plaisir. Plaisir et souffrance, ce sont vraiment pour lui les étalons principaux. Et c'est à partir de ça qu'il juge justement de la moralité d'une action. Mais après, on le verra justement, ça apporte aussi son lot de difficultés, parce que, on le verra dans le prochain cours, mais par exemple, que faire si une action apporte énormément de plaisir à un très grand nombre, mais par contre, il faut qu'il y ait une personne qui souffre énormément. Donc par exemple, on pourrait imaginer des cas vraiment, des cas limites. Est-ce que la doctrine de Bentham, elle tient encore? Est-ce que c'est ce que l'on serait prêt à faire si, par exemple, on nous disait que toute la société pourrait être heureuse, pourrait vraiment vivre dans le bonheur le plus complet, mais par contre, pour que cette utopie se réalise, il faut qu'il y ait un enfant qui soit torturé en permanence et qui vraiment vive une vie de misère. Mais vous voyez, dans la logique de Bentham, on a une personne, un enfant complètement innocent, qui souffre le martyre, mais de l'autre côté, on a une société, et vraiment on peut, pour vraiment grossir le trait, on peut imaginer une société où il y a des milliards de personnes. Vous voyez, c'est une personne contre des milliards de personnes, mais est-ce que néanmoins ça vaut le coup? Est-ce qu'on accepterait que une société, peu importe le nombre de personnes dont elle est composée, soit heureuse au détriment d'un enfant qui serait condamné à souffrir en permanence? A priori,
Ça paraît assez difficile, ça paraît assez horrible, c'est un choix vraiment qui paraît horrible à faire. Et je pense, mais peut-être justement, dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à faire ce choix. Je pense en tout cas que peu seraient capables de le faire. Alors que pourtant, a priori, la balance paraît incroyablement du côté de la torture. Enfin, la balance, c'est vraiment une seule vie par rapport à toutes les autres. Donc, a priori, le choix le plus utilitariste, le choix qui apporte le maximum d'utilité, ça paraît être le choix qui consiste à torturer cet enfant. Mais intuitivement, on sent bien qu'il y a un problème. C'est une situation qui nous choque un petit peu et qui permet de réfléchir. Donc, comme je vous ai dit, la doctrine de Bentham, c'est un hédonisme quantitatif. C'est-à-dire que c'est une doctrine qui est basée, qui est axée sur le plaisir. Et là, Bentham, c'est vraiment un principe arithmétique de l'addition et de la soustraction des plaisirs et des peines, pour voir la décision qui permet d'apporter le plus grand bonheur pour le plus grand monde. Et donc, le maximum en fait de plaisir, c'est une doctrine qui vise à maximiser l'utilité. Il pourrait presque en fait y avoir une sorte de fonction, vous voyez, où on doit trouver le maximum pour essayer de comprendre, enfin, d'une certaine façon, voilà, la morale de Bentham, ça pourrait être une sorte de fonction, et le principe consisterait à essayer de trouver le maximum, les variables qui permettent de... Enfin, comment ajuster les variables de façon à maximiser le plaisir pour faire en sorte que la société se porte le mieux possible. Vous voyez, ça pourrait être un petit peu mathématiquement la façon dont on pourrait voir Bentham. Donc Bentham, c'est un hédonisme quantitatif et il pensait que tous les plaisirs étaient similaires. Ça, c'est très important parce que vous allez voir, c'est quelque chose qui va différer pour 1000. Pour 1000, il y a des plaisirs supérieurs à d'autres et donc on ne peut pas simplement placer tous les plaisirs sur un pied d'égalité. Il y en a qui sont supérieurs à d'autres. Et de la même manière, il y a des souffrances qui sont supérieures à d'autres. Pour Bentham, pour simplifier les additions, parce que sinon c'est vrai que ça devient difficile en fait, si ce n'est plus simplement un problème quantitatif, mais si ça devient un problème qualitatif. C'est-à-dire que si c'est plus simplement une addition, mais si les plaisirs diffèrent en qualité, eh bien l'addition n'est plus possible, parce que c'est comme, additionner des pommes et des poires, finalement les deux ne sont pas comparables, donc on ne peut plus faire l'addition. On se retrouve toujours avec deux ensembles qui sont différents. Pour Bentham, il lisse tous les plaisirs de façon à ce que l'on puisse faire cette addition. Ok ? Par contre, il y en a qui sont non pas supérieurs qualitativement, mais supérieurs dans le sens où on peut les additionner et faire en sorte qu'il y ait des plaisirs plus longs, plus intenses, pour faire en sorte que les plaisirs rentrent toujours dans l'addition, des plaisirs et des peines, mais grossissent en quelque sorte, et un coefficient plus important. Vous voyez ? Donc dans notre addition, dans notre calcul utilitaire, on ne peut pas dire que deux plaisirs sont différents, mais par contre, on peut dire qu'un plaisir est plus ou moins long, plus ou moins intense, et en fonction de cette intensité et de cette longueur, ça va en quelque sorte attribuer un coefficient, un multiplicateur sur ce plaisir qui rentrera dans le calcul. Ok ? Donc vous voyez, c'est vraiment, encore une fois, j'insiste un peu, hein, mais c'est vraiment très mathématique, c'est très carré, mais c'est ce qui en fait la beauté, c'est ce qui en fait l'élégance, c'est que vu que c'est vraiment très simple mathématiquement, a priori, c'est très simple aussi de voir la décision qui apporte le plus grand bonheur pour le plus grand monde. Ah, j'ai fait une petite faute. Ensuite, les limites des individus. Comment j'ai formulé mes phrases ? Faudrait que je revoie un petit peu cette partie, parce que là, pas très très français tout ça. Mais donc voilà, ouais. Le principe, en fait, c'est que pour Bentham, peu importe d'une certaine façon les libertés individuelles, les droits individuels, si limiter, voire enfreindre, voire carrément supprimer certains droits, eh bien ça permet d'augmenter le bonheur général, ça permet d'augmenter l'utilité, allons-y en quelque sorte. Vous voyez, vraiment pour Bentham, la société est supérieure à l'ensemble de ses parties. C'est ce qu'on appelle un holisme. Un holisme, c'est un principe en biologie généralement, mais c'est appliqué à d'autres domaines. C'est l'idée selon laquelle le tout est supérieur à l'ensemble de ses parties. Donc pour Bentham, la société, dans son ensemble, est supérieure en fait aux individus qui la constituent. Et lui, vraiment, ce qui l'intéresse en premier, c'est le bonheur de la société, l'utilité maximale du point de vue de la société, plutôt que les droits individuels. Mais on voit bien justement, enfin on voit bien, en tout cas, peut-être que ça peut être un petit peu choquant, parce que, typiquement, justement, si on a un calcul à faire, si on a un choix moral à faire, et que d'un côté, on a une personne à sacrifier, et de l'autre, on a vraiment une quantité de bonheur qui va être apportée par ce sacrifice vraiment très importante, eh bien, Bentham dirait encore une fois, allons-y, sacrifions cette personne, sacrifions ses droits, parce que ça vaut le coup, en fait, pour la société. Après, on pourrait rentrer un petit peu plus dans la subtilité, comme on a pu le faire pour le cas de l'hôpital,
et se demander si bafouer, nier les droits d'une personne, sur le long terme, c'est vraiment bénéfique pour la société dans son ensemble. Parce qu'effectivement, sur le court terme, peut-être que ça peut apporter une utilité plus grande, mais si vraiment on considère toutes les conséquences d'une action et qu'on considère toutes les ramifications possibles, peut-être que sur le long terme, ça va apporter davantage de souffrance à la société, et donc en fait, peut-être que le choix ne sera pas si judicieux que ça. Vous voyez? Et c'est pour ça, justement, c'est presque bien qu'on termine sur ça, parce que c'est ça qui est assez intéressant, justement, et qui est assez problématique dans la doctrine de Bentham, et plus généralement dans les doctrines conséquentialistes, c'est qu'on ne connaît jamais véritablement toutes les conséquences d'une action. On ne connaît que les conséquences, et même parfois on ne connaît même pas ça, mais on connaît au mieux, en quelque sorte, les conséquences immédiates. Mais dès qu'une action commence un petit peu à s'étendre dans le temps, eh bien, les ramifications deviennent très très importantes et ça devient très très difficile d'évaluer correctement si cette action va apporter davantage de bonheur ou davantage de souffrance dans la société ou même dans une personne en fait. Vous voyez, lorsque l'on juge le dilemme du tramway, on ne juge que la conséquence immédiate qui va être de sauver ou de sacrifier une personne. Mais qui nous dit que la personne que l'on va sauver ou sacrifier, ce n'est pas un dangereux criminel qui par la suite va commettre des dizaines et des dizaines, voire des centaines de crimes. Peut-être que cette action qui a apporté du plaisir, qui a maximisé l'utilité directement, eh bien en fait, sur le long terme, elle va diminuer l'utilité. Donc voilà, c'est vraiment très très difficile d'évaluer correctement toutes les conséquences d'une action et de voir à quel point une action va apporter des conséquences positives ou négatives sur la société dans son ensemble. Donc voilà, ça c'est pour les problèmes liés aux droits individuels. Donc une petite citation. Je ne suis pas un grand fan des citations, parce qu'en général, c'est plus utilisé pour faire joli, pour impressionner, plutôt que pour vraiment comprendre la pensée d'un auteur. Et une citation toute seule, généralement, elle ne veut pas dire grand-chose, il faut essayer de la comprendre dans le contexte. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des citations, donc si vous voulez avoir une petite citation de Bentham, en voici une. Donc, c'est le plus grand bonheur de la plus grande partie qui est la mesure du juste et de l'injuste. C'est toute la doctrine de Bentham qui est pour ainsi dire résumée dans cette formule. Encore une fois, maximiser l'utilité, voir les plaisirs, voir les peines, et juger la décision qui apportera le plus grand plaisir pour le plus grand monde. Ok? Alors, quelques petites questions. Si vous voulez, si vous souhaitez juste regarder la vidéo et que vous ne souhaitez pas le faire rigoureusement, on va dire, vous pouvez le faire en mettant sur pause à la suite de chacune de ces questions et vous répondez de votre côté. Par contre, si ça vous intéresse d'avoir le caout et de faire le caout chez vous ou sur votre téléphone, peu importe, mais de faire le caout et de vous évaluer avec les questions, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc normalement, si vous cliquez en dessous, vous avez le lien vers le caout et vous pouvez suivre le diapo, le faire tranquillement comme vous voulez et le refaire autant que vous voulez pour garder une trace écrite de tout ce que j'ai dit. Donc voilà, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez, mais si vous avez envie de le faire juste dans la vidéo, je vous encourage à mettre sur pause à chaque fois qu'il y a une question. Donc c'est parti pour les questions. Alors, quelle est l'œuvre majeure de Bentham sur l'utilitarisme? Est-ce que c'est La richesse des nations, De la liberté, Le Léviathan ou l'introduction au principe de la morale et bien vu, effectivement. Ah bah, Hermine. Qu'est-ce que le principe du plus grand bonheur selon Bentham? Est-ce que c'est le bonheur est un idéal inatteignable, la plus grande quantité de bonheur pour le plus grand nombre de personnes, le bonheur de l'individu avant tout, ou le bonheur peut simplement être atteint à travers la souffrance? Alors, t'as mis la plus grande quantité de bonheur pour le plus grand nombre de personnes. Comment Bentham définit-il la moralité des actions? Une action est morale si elle est dictée par la religion. Une action est morale si elle est conforme à la loi. Une action est morale si elle respecte les droits individuels de chacun. Une action est morale si elle augmente le bonheur global. Ouais, effectivement, une action est morale si elle augmente le bonheur global. Comment Bentham conçoit-il les droits individuels par rapport à l'intérêt de la majorité? Est-ce que les droits individuels peuvent être sacrifiés pour plus de bonheur général? Les droits individuels sont toujours prioritaires? Les droits individuels et l'intérêt de la majorité sont en harmonie? Ou alors, les droits individuels ne devraient souvent pas être pris en compte? Effectivement, les droits individuels peuvent être sacrifiés pour plus de bonheur général. Pour Bentham, c'est vraiment la société qui prime plutôt que l'individu et ses droits. Et dernière question, comment l'expérience de pensée du dilemme du tramway est-elle analysée
à travers l'utilitarisme de Bentham. Est-ce qu'il n'est jamais justifié de sacrifier une vie? Le choix ne pourrait être fait qu'en connaissant les personnes concernées. Il serait justifié de sacrifier une vie pour sauver plusieurs autres, ou le dilemme du tramway est un cas trop hypothétique pour être analysé. Effectivement, il serait justifié de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs autres. C'est typiquement un cas vraiment qui correspond très très bien au principe de Bentham. On fait la balance du pour et du contre, et on voit ce qui nous apporte le plus de plaisir à court terme. Enfin, ici, à court terme en tout cas. Donc voilà. Bon, on en a terminé avec ce premier petit cours sur la justice. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Le prochain cours, a priori, sera sur John Stuart Mill. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous souhaitez que je modifie, que j'améliore, que j'enlève. Mais je pense que ça peut être assez sympa, comme ça permettrait à tout le monde d'avoir une sorte de cours de philosophie vraiment long, en fait, comme ce que je peux faire en cours avec mes élèves, accessible à tout le monde. Et je me dis que ça pourrait être une nouvelle série de vidéos plutôt sympa. Donc voilà, bon, on en a terminé pour aujourd'hui. Portez-vous bien, et puis à la prochaine.